saw that nothing really got away. You're driving me crazy. Je suis Madame Anastasie Massanga, comme vous l'avez dit, professeure ordinaire et recteur à l'Université pédagogique nationale. Plus précisément, c'est depuis le 7 mars 2022 que je préside aux destinées de l'Université pédagogique nationale. C'est le jour que j'ai pris des fonctions comme directeur dans cette institution. L'UPEN a le prestige d'être une université pédagogique nationale, créée en 1961 avec les concours de l'UNESCO. Il a fonctionné comme institut pédagogique national avec une mission particulière de former les formateurs au niveau de l'institut supérieur, comme institut supérieur. C'est en 2005 qu'elle est devenue Université pédagogique nationale. L'UPEN a 10 facultés, plus 4 centres de recherche. Nous avons la faculté des droits, la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences de la santé, la faculté des sciences agronomiques, la faculté des lettres, la faculté de pédagogie et didactique des disciplines, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, la faculté de médecine vétérinaire et la faculté des sciences, avec 44 départements en son sein. L'UPEN regorge un nombre de professeurs important qui se chiffre aujourd'hui à 586 professeurs, plus de 2000 corps scientifiques et 1500 personnels du bateau administratif, technique et ouvrier. L'organigramme des institutions dessus, à part le conseil d'administration, mais il y a au sein de l'université, les conseils de l'université, le rectorat qui est un organe, le comité de gestion, les facultés et les départements. Et puis les directions attachées à l'administration. Nous avons hérité des effectifs pléthoriques. Quand je suis venu, on m'a parlé de 4900 agents à l'UPEN. Mais quand j'initie le premier contrôle administratif, parce que c'est un contrôle continuel, ça ne va pas s'arrêter au contrôle administratif, et je déniche environ 600 fictifs. Oui, ils ne sont plus là. Ils sont parce que si réellement ils existaient, ils allaient venir faire des réclamations. À peine quelques personnes sont venues réclamer qu'ils étaient, mais plus de 600 élagués. Voilà, j'ai déniché, j'ai déjà fait un nettoyage profond, mais ce n'est pas encore fini. Les processus est déjà entamé, la procédure elle est là. Nous sommes en train de contrôler les dossiers. Les dossiers, ça c'est très sensible. Quand on découvre que vous êtes professeur à thèse, vous proclamez professeur à thèse et puis on découvre que vous ne l'êtes pas, c'est très délicat. Mais nous sommes dans ça. Et c'est ça qui fait parfois de problèmes, que vous apprenez qu'il y a des problèmes là-bas, il y a tout ça. Ce sont ces dossiers sensibles. Je dois avouer que vous l'avez certainement suivi et entendu. Nous sommes arrivés à la tête de l'UPEN. Je dois reconnaître que je n'ai pas fait de remise et reprise. Les PV de carence faisant foi. Mais ce que nous avons fait, c'est d'ouvrir une série de consultations pour écouter, analyser, observer. Bref, c'est par des consultations que nous avons initiées, qui nous ont permis de comprendre comment
l'UPEN était géré depuis plusieurs années. Mais aussi sur le plan financier, et je dois le dire, et je dois remercier l'accompagnement quand vous parlez des CG, il suit. Quand j'arrive à l'UPEN, je trouve un système de gestion financière très obscur. Ça, je ne mâche pas les mots. J'arrive le 7 mars, une semaine après, on me dit non, mais l'UPEN a une dette de 1 800 000 $ empruntée à la Freeland Bank depuis 2015, qui en principe devrait être payée progressivement chaque année dans le compte effort de construction. Tiens, mais depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, en 2022, en principe, la dette devrait être clôturée. On m'a dit non, jusque-là, sur les 1 900 000 empruntés, il reste encore 1 800 000. Et donc, pendant plus de 7 ans, l'UPEN n'a payé que 100 000 alors que l'argent était retenu à la source. Bon, c'était des systèmes qui étaient mis en place. Quand je suis venu, la première des choses que j'ai fait, c'est de rompre avec cette banque qui était pas un bon partenaire parce que c'était devenu une dette appauvrissante pour l'UPEN. J'ai rompu les relations avec cette banque pour réorienter, nous orienter vers une autre banque. Donc, nous avons instauré un système de gestion financière orthodoxe qui n'est pas accepté par plusieurs personnes parce que ça profitait à quelques individualités, à quelques personnes. Et quand nous faisons ça, la banque nous a brutalisés, ils coupent, ils gèlent nos comptes, tous les comptes de l'UPEN étaient gelés. Il fallait l'implication de plusieurs personnes, notamment le secrétaire général Augustin Kabouya. Je demande aux gens de l'UPEN d'être reconnaissants envers cet homme parce que c'est lui qui a eu à intervenir pour que nous puissions bénéficier de la médiation de la Banque centrale pour pouvoir atténuer un peu la chose. Mais ce n'est pas le fait qu'en atteignant, on nous a exemptés de la dette. Jusque-là, nous payons cette dette. Et pendant 8 ans, ils ont payé 100 000. À une année, moi, j'ai payé 800 000 plus une traite de 462 000. Donc, moi, je viens de payer 1 200 000 de cette dette en une année, pendant que eux, pendant 8 ans, n'ont payé que 100 000. Jusqu'aujourd'hui, l'UPEN a encore une dette de 825 000 $ à la banque à Freeland. Je ne sais pas, mais ça fait mal. Nous ne soufflons même pas. C'est difficile. Parce que même quand vous entendez, on ne paye pas la cogite, on ne paye pas... La grande masse d'argent est orientée vers la banque. Et nous avons salué la présence de l'IGF. Oui, honnêtement, que quand nous sommes venus, nous venons de sortir d'une longue grève. Et jusqu'au mois de mars, quand nous prenons les fonctions à la tête de l'UPEN, il n'y avait rien qui n'était fait pour l'année universitaire 2022-2023. Et donc, il fallait un programme d'urgence ensemble avec les enseignants et les doyens pour sauver l'année académique qui était sur le plan d'être déclarée une année blanche. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied avec tout le monde pour récupérer l'année académique 2021-2022. Nous avons eu des informations sur la gouvernance académique, administrative, financière, et également sur le plan de la recherche, parce que nous sommes une des universités qui organisons les 3e cycles. Et donc, la gestion était celle qu'elle était, et nous avons eu la mission de pouvoir faire la différence. Et d'ailleurs, c'était un diagnostic que nous avons fait qui, par des états généraux de l'éducation, se sont tenus à Lubumbashi, auxquels nous avons pris une part active nous-mêmes également, parce que j'ai piloté tout un panel.
Et donc, quand nous arrivons à l'UPenn, il fallait chercher à savoir par où commencer. Sur le plan de la gestion, tout était urgent. Il fallait vraiment mettre un programme d'urgence pour pouvoir nous lancer dans le travail. Bref, c'est un diagnostic général de plusieurs institutions du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire où il y a de l'ordre, mais il y a également du désordre. Le plan stratégique que nous avons réfléchi ensemble avec tous les doyens, les chefs de département, les scientifiques représentés par leurs responsables, bref, toutes les corporations, nous sommes mis ensemble pour repenser l'avenir de l'UPenn sur des bases solides. Et de ces plans stratégiques, nous avons dégagé 5 axes prioritaires, 5 piliers. Et il y a la recherche, la gouvernance, la formation, la coopération, mais également les infrastructures. Mais la Providence a fait en sorte que quand nous arrivons à l'UPenn, le chef de l'État, dans son plan de revoir, de revisiter les secteurs de l'enseignement supérieur, c'est dans son plan, il a ciblé, entre autres, l'UPenn parmi les institutions qui devraient être pas seulement réhabilitées, mais reconstruites. Il était curieux de constater qu'une grande université comme l'UPenn n'avait pas d'ouverture vers l'extérieur. C'est une université qui était repliée sur soi. C'était une université fermée et donc nous avons ouvert l'université vers l'extérieur en signant tel ou tel MEI ou accord de coopération. Et donc, à part du fait que nous avons pris des contacts, nous avons été visités par les ambassadeurs, les ambassades ici à Kinshasa, notamment l'ambassade de la France, l'ambassade de la Russie, mais nous-mêmes, de par notre management, nous avons voulu sortir l'UPenn pour qu'elle soit réellement une université au-delà de Kinshasa. Oui, et donc nous avons des contrats avec des universités américaines, Duke University, nous avons des contrats avec des universités russes, nous avons des contrats avec les universités européennes, belges, suisses, Belgique avec la KU Leuven, la France, et avec Rennes, l'université de Rennes 2, grâce à notre positionnement comme secrétaire général au niveau de RESIF, qui est le réseau de femmes responsables dans l'enseignement universitaire et la recherche, où je suis moi-même secrétaire général de cette grande structure au sein de la francophonie, de l'Agence universitaire de la francophonie. Et d'ailleurs, il était les urgences professionnelles, je serai à Bucarest aujourd'hui, où vient de se clôturer l'Assemblée générale de notre structure. C'est plus les scientifiques au niveau du 3e cycle. Oui, nous recevons des possibilités de bourse, mais il faut aussi répondre aux critères. Ou sinon, il faut aussi avoir l'ambition de soumissionner, de présenter un projet de recherche solide, et tout ça. Mais bref, par exemple, la Russie nous a tendu la main, mais nous n'étions pas à temps pour pouvoir soumettre les dossiers. Donc quand je parle de ça, c'est les scientifiques qui font le 3e cycle et qui étaient en mesure d'être sélectionnés, mais on n'a peut-être pas mordu à la mission et donc cette année c'est raté, mais nous sommes en train de surveiller pour que l'année prochaine
que nos scientifiques puissent être bénéficiaires de ce. La France, mêmement, et nous avons donné l'information. Quand on arrive à la fin des échéances, ça ne joue pas. Mais je pense qu'il faut une bonne sensibilisation et c'est ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur pour que nos scientifiques puissent aller voir aussi ce qui se passe ailleurs et puis revenir avec une autre mentalité pour que l'UPEN soit autrement UPEN aujourd'hui avec des ouvertures vers l'international. Je voudrais demander aux scientifiques de l'UPEN de saisir les opportunités au lieu d'aller de manière dispersée, mais quand des programmes comme cela se présentent et que nous mettons ça à la disposition de nos corps scientifiques, c'est question de s'approcher de ceux qui ont déjà fait ces exercices pour pouvoir solliciter. Il n'y a pas plus tard que le mois passé, le doyen de la faculté des sciences agronomiques lui-même s'est mis à accompagner les scientifiques de sa faculté avec la JICA. On nous a demandé de présenter 3 personnes. Nous avons donné le programme au doyen, le projet au doyen, et le doyen s'est époumoné pour suivre les scientifiques de cette faculté. Là, au moins, ils ont osé et nous attendons ce que ça va donner comme résultat. Et c'est ce que nous demandons à tout le monde de pouvoir s'impliquer dans de tels programmes. Donc, si ça joue, il y aura du moins 3 de nos scientifiques de la faculté des sciences agronomiques qui pourront être bénéficiaires de la bourse, la JICA, avec les Japon. Et je ne voudrais pas faire des promesses fallacieuses aux étudiants, mais ce sont des questions que nous pouvons réfléchir ensemble avec les doyens pour voir comment pouvoir aider nos étudiants à aller de l'avant. Mais très souvent, quand nous sommes sollicités, c'est pour le 3e cycle. Mais il y a toujours moyen de pouvoir penser quelque chose en interne. La bourse peut être un appui financier, parce que quand on parle de nous, quand nous envoyons étudier avec la bourse, c'était des bourses complètes. On te paye les billets d'avion, la recherche, les logements, les séjours, tout ça. Mais on peut imaginer des appuis financiers en interne si on ne peut pas les avoir à l'extérieur. Donc, le Congo, nous avons tout et c'est possible, mais c'est une réflexion à mener. En toute honnêteté, je dois avouer que c'est les enseignants de l'UPEN qui ont été reçus en audience par le chef de l'État, qui ont formulé devant les chefs les besoins réels de l'UPEN, notamment les besoins en infrastructure. C'est dans le plan du chef de l'État. Il a planifié de lancer les travaux à l'UPEN juste quand nous arrivons. Nous sommes installés au mois de mars. Et c'est au mois de mars qu'on a lancé les travaux. Nous, on voyait que c'était de la blague. On a vu venir à l'UPEN les conseillers du chef de l'État en matière des infrastructures. Il est venu, nous avons vu l'équipe, l'entreprise qui construit à l'UPEN, Africa Solutions. Et puis, du coup, c'est parti, on a encerclé, et puis les travaux ont démarré. Mais ça a démarré pendant que nous venons d'arriver. Oui, nous sommes arrivés, et donc, merci au nom de la communauté universitaire, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir regarder l'UPEN d'un regard spécial. Oui, nous sommes nombreux, des universités, institutions ou instituts supérieurs qui sont dans cette première vague. C'est le premier mandat. Oui, certainement. Okay. Au 2e mandat, les autres vont aussi en bénéficier, mais en tout cas, nous sommes les premiers. Blague à part, nous sommes les premiers. Et l'UPEN d'hier, ce n'est pas l'UPEN d'aujourd'hui. L'UPEN est en train de revêtir d'une robe spéciale
qu'elle n'avait pas eu autant depuis 61 jusqu'à aujourd'hui. C'est le premier président qui est venu pour construire Le Pen. On peut mettre une couche de peinture, c'est quelque chose, mais lui, il vient réhabiliter et construire. Et c'est énorme, c'est fabuleux, hein, ce qui est en train de se faire. Donc Le Pen se transforme du jour le jour et en un temps record. J'ai eu à le dire quand il était ici que ce n'est pas des constructions des moindres. Il fallait être, je pense que les ingénieurs, nous-mêmes aussi, ont gardé les images de chaque étape de béton qui sont enterrés en dessous de sous ces bâtiments. C'est incroyable. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de ciment, des barres de fer. Je leur ai dit et les redirai toujours. C'est du lourd, c'est du béton. Ben, je ne peux pas... C'est mon secrétaire général, hein. Je suis UDPS. C'est mon patron au niveau du parti et je pense que je suis aussi là par la volonté de l'UDPS où il est le premier monsieur dans la gestion du parti. Et donc je dis merci à mon secrétaire général, le secrétaire général Augustin Kabouya. I'm going under, and this time I feel that no one to save me. If it's all in